Donc, on est réunis ce soir pour vous présenter l'équipe lauréate et le projet qu'elle a développé sur le bâtiment Pinard. Bon, merci de nous donner la parole. C'est bien de pouvoir exprimer et de pouvoir raconter un peu les projets directement avec les gens qui vont habiter autour, qui vont peut-être l'utiliser. C'est vrai que ça arrive pas très souvent, mais de plus en plus à Paris, et je pense que c'est une bonne chose. Ça permet aussi des échanges et de lever aussi des incertitudes ou des inquiétudes de la part de la population, ou enfin de la part de tous les gens qui sont qui écoutent et qui ont envie d'en savoir plus sur ce très beau sujet. Il s'agit donc, il s'agit donc, comme l'a présenté Anne, de l'école qui prend place dans la maternité, avec alors on a une petite image qui montre le résultat final, on le remontrera tout à l'heure, mais grosso modo si tu remets on peut montrer avec la souris ou pas? Est-ce que vous voyez ma souris là? Oui. Ouais. Donc, il y a aussi qu'on n'a plus que 54 secondes de tension. Voilà. Si on revient juste avant, juste pour situer, effectivement, là, il y a le mail à l'aise. Ouais, vous voyez pas trop la souris. Ouais. La maison des médecins et puis des différentes opérations de logement qui viennent autour. Si on revient, on fait un petit point sur ce qu'il y avait quand on trouve voilà, sur le bâtiment d'origine. Enfin, qui était déjà à sa deuxième étape. On a des bâtiments, trois corps de bâtiments des années 30 qui sont ici, et puis un bâtiment des années 70 qui venait fermer en fait la partie nord du bâtiment. Ce qu'on s'est attaché à faire, c'est à réouvrir ce bâtiment. Et donc, en supprimant le bâtiment le plus récent des années 70 et en supprimant aussi les toitures qui avaient été rajoutées à cette même période pour y installer des édicules techniques, pour masquer des édicules techniques. Et donc, la suppression de ce bâtiment des années 70 qui a fait pas mal de débats, mais qui, on s'est rendu compte, est construit dans des matériaux qui permettent pas de faire tout ce qu'on a besoin et ce qu'on souhaitait faire en termes de poids et de charge, va permettre de revenir à l'étape précédente, initiale, puisqu'on voit sur la gauche de cette image que ça c'est un des corps de bâtiment, celui de l'Est, années 30, et là qu'on est déjà ouvert. Donc on va revenir à cette situation d'ouverture qui va permettre d'intégrer la maison des médecins, notamment au nord, qui est une petite maison qui a énormément de charme et qui a toute une histoire très très forte en lien avec l'ensemble de l'hôpital et particulièrement avec la maternité. Et ce qui nous permet également de dégager 1500 mètres carrés de cours de récréation, donc un tiers ou presque le double de ce qui nous était demandé dans le programme. Une image depuis depuis l'école en fait, puisque le bâtiment de l'école, on verra tout à l'heure dans la présentation des programmes, prend place face à la maison des médecins. Donc on voit que depuis les salles de classe et le hall de l'école, eh bien on retrouve une ouverture plein nord sur le cœur du quartier qui est à l'arrière. On aperçoit même la tour Montparnasse qui se trouve au fond et qui donne beaucoup plus d'envergure à cette cour de récréation qui sinon aurait été beaucoup plus enclavée et redonne aussi de la luminosité. Donc il y a une stratégie effectivement bioclimatique où on répond aussi à la cour Oasis des écoles, du nouveau programme des écoles parisiennes par un îlot de fraîcheur qui va être beaucoup plus ventilé, et qui va pouvoir accueillir un peu plus de soleil. On répond également à toute une stratégie autour du végétal qui va s'installer à différents niveaux, au niveau de la cour de récréation et des différentes toitures que vous apercevez là, avec des parties très très utilisées et des parties comme les parties les plus hautes qui seront plus sanctuarisées. Est-ce que tu crois qu'on peut pousser ça sur le côté? Ouais. Ça c'est une référence pour que vous sachiez que les toitures végétalisées c'est pas une de nos lubies, c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà réalisé dans d'autres projets et notamment sur cette école à Boulogne-Billancourt où l'image que vous voyez là, on est à 14 mètres du sol et vous pouvez voir qu'il y a toute une partie sanctuarisée et toute une partie qui est cultivée et entretenue par les 20 classes. C'est une école de 20 classes avec un gymnase de l'école. Donc il y a vraiment
tout un process éducatif qu'on a mis en place sur cette école et que l'opération Pinard va permettre de pouvoir trouver des choses qui sont assez similaires, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes dimensions. C'est une école qui est plus petite à Saint-Vincent-de-Paul, mais qui va pouvoir quand même se fabriquer comme un petit écosystème, enfin utiliser le bâtiment comme un outil pédagogique. La stratégie sur le fonctionnel, donc la typologie de programme, on a choisi de mettre un programme par bâtiment pour plusieurs raisons. D'abord pour une plus grande lisibilité. Ici on a la crèche à l'est avec son accès, l'école au sud dans le bâtiment principal qui va réutiliser l'accès historique, et puis à l'ouest les espaces partagés. La cour est sous le gymnase sous la cour, accessible par le nord, et on peut voir que du coup on a une distribution de tous les programmes qui viennent activer les 4 rues en fait, de manière à ce qu'il n'y ait pas des engorgements de riverains qui viennent à des heures ponctuelles au même moment faire la queue, etc. Et que du coup on a vraiment une animation de chacune des façades en fonction des chronotopies, des horaires de chacun, de la vie, des heures de la crèche, du gymnase ou du groupe scolaire. C'est aussi une manière de faire vivre le quartier et de répondre en rayonnant aux différents équipements qui sont autour, bien sûr, parce que on le présente tout seul dans son environnement, mais il y a tous les bâtiments que vous avez déjà vu tout à l'heure, que Anne présentait, qui viennent agrémenter. Si on regarde l'école, que l'on a ici en jaune, donc le bâtiment principal, le bâtiment des années 30, de 1930, de l'école, qu'on ne va pas beaucoup toucher finalement. On aperçoit ici la façade intérieure de l'école, donc on voyait ici la façade extérieure avec les salles de classe qui vont voir sur le nouveau quartier, et puis ici les salles de classe qui voient côté nord la vue que nous avons vue tout à l'heure sur la maison du médecin et sur la cour de récréation, avec on peut voir sur cette coupe aussi qu'on a un feuilleté de programme qui est assez important, le gymnase qui se trouve sous la cour de récréation. L'école à l'est, nous aurons donc la restauration. On a des espaces communs, la bibliothèque qui se trouve ici, non, c'est à l'étage au-dessus, le centre de loisirs, voilà, avec les sanitaires, tout ça en connexion directe avec la cour de récréation, puisque l'entrée principale de l'école maternelle et élémentaire se trouve ici, avec une partie maternelle et une autre partie et un préau élémentaire. Donc les flux se séparent une fois qu'on rentre dans l'école. Et puis les salles de classe, alors là on a essayé d'aller un peu dans le sens aussi de faire de proposer des espaces qui permettent de faire évoluer la pédagogie qui en a peut-être un petit peu besoin, en avons-nous l'impression en tout cas, et donc d'utiliser les qualités du bâtiment qui fait pour mémoire 8 mètres de large pour retrouver des salles traversantes. Donc les salles sont disposées en L au même étage sur ces 2 bâtiments. On aperçoit les 3 escaliers qui permettent d'y mener, 1, 2 et 3. Et on va voir, oui, il y a un 2e étage effectivement de salle de classe. Ah non, c'est la bibliothèque ici. Bon. Un 2e étage de salle de classe, pardon, toutes les salles de classe sont dans ce bâtiment. Et le travail qu'on a mené, c'est de voir un petit peu quelle était la perte de surface sèche quand on travaille sur des circulations, quand on s'impose des circulations. Et la finesse de ce bâtiment de 8 mètres, on s'est vite rendu compte que finalement, ces circulations pour desservir 2 classes utilisent 40 mètres carrés de circulation. Donc c'est une circulation, souvent une surface un peu perdue qui en plus a l'inconvénient de rendre les classes mono-orientées puisqu'elles ne sont plus orientées que d'un côté. Or, si cette circulation, on lui donne une autre forme et on la dispose entre 2 salles de classe, on retrouve le côté traversant des salles de classe, donc des salles de classe avec une lumière qui ont une extrême qualité, et puis surtout un espace qui est un espace en plus qui va permettre de démultiplier un peu les innovations pédagogiques, mais pas forcément des choses extraordinaires, mais ne serait-ce que faire travailler des âges
d'avoir des activités inter-âges, hein, avec des plus grands expliquent aux plus petits. Pourquoi pas de faire des demi-groupes, pourquoi pas de mélanger, de faire des demi-groupes qui viennent se mélanger d'une classe à l'autre, de travailler autour d'activités comme les arts plastiques, pourquoi pas la cuisine, etc. C'est vraiment une pièce en plus, c'est comme un bonus, hein, qui met à disposition un système ouvert sur les deux classes latérales, permettant aux enseignants d'innover, d'inventer, de chercher d'autres manières. Le plan où l'on voit les salles de classe, oui, qui est un petit peu plus, mais on voit les salles de classe qui sont traversantes. Tu veux dire quelque chose? Non, il est. Oui. Et là, on voit, du coup, évidemment, au deuxième étage, on récupérera la hauteur sous plafond. Donc, on retrouve la charpente de la toiture. Avec voilà un espace d'apprentissage qui offre une lumière extraordinaire, qui est très très propice à la concentration, avec des matériaux naturels comme le bois qu'on utiliserait bien sûr et qui sont eux aussi une réponse à la qualité de ces espaces d'apprentissage, pardon. Ce qu'offre ce système permet donc d'avoir 100%, si on résume, de locaux traversants. Rapidement, un petit peu les qualités de ces espaces, hein, qui sont des vraies qualités sur les locaux traversants avec autonome en lumière naturelle, sur la ventilation qui est quand même un gros sujet pour les salles de classe. Ventilation naturelle, et puis un travail avec des matériaux qui soient faiblement émetteurs en COV, etc. Si on regarde maintenant les espaces communs, donc le bâtiment qui est à l'ouest, avec son entrée individuelle, on va avoir donc le centre de loisirs au rez-de-chaussée, avec la restauration qui se trouve ici, qui appartient en plus à l'école. Attends, du coup, ouais. Le centre de loisirs ici, et puis si on monte, on a donc la bibliothèque qui va constituer un des espaces que l'on peut mettre en partage grâce à ces connexions avec l'école d'un côté et avec les espaces tiers, les tiers espaces au nord, et donc d'avoir comme ça un système d'ouverture et de fermeture en fonction des horaires de l'école. Et on voit que cet aménagement qui est la bibliothèque en temps d'école peut aussi, en fonction, encore une fois, des habitudes, de la mise en place d'activités, permettre d'autres usages, comme là, on est en bibliothèque, mais ça peut être en fin de journée des cours du soir, des cours de sport ou de yoga, ça peut être un club de bridge ou un atelier autour de la cuisine, avec un système de mobilier que l'on pense, parce qu'effectivement, la flexibilité des espaces, elle existe. Si on pense également le mobilier, parce que si à chaque fois il faut passer une demi-heure à aménager un espace et à se mobiliser pour transporter du mobilier très lourd, c'est pas ce qu'on appelle la flexibilité facile. Et là, la flexibilité à la journée, elle pourra se faire dans la mesure où on propose justement, donc là on avait un système de rails, des tables qui descendent facilement du plafond, etc., qui peuvent également servir de panneaux acoustiques. Voilà, on proposera... Ouais, juste je vous coupe. Pour la compréhension de tout le monde, il y avait une question. Est-ce que vous pouvez juste repréciser où sont les escaliers et les ascenseurs pour les accès aux salles de classe? Ils sont exacts. Ouais. Quoi? C'est le noyau en bas pour les espaces. Attendez, je regarde dessus. On les voit ici. Il y a l'escalier principal ici. Avec son ascenseur. Et ensuite, on a deux escaliers créés. Quoi? Et deux ascenseurs. Et deux ascenseurs, oui, pardon. Deux escaliers avec l'ascenseur créés aux deux extrémités. Ok, super, merci. Je voulais continuer, c'était juste pour la compréhension de tous. Ce qui fait que, mais du coup, j'en profite. Ce qui fait qu'en fait, si on regarde bien, chaque salle de classe a quasiment son escalier ou ascenseur privé, à la salle de classe. Ce qui permet aussi qu'au moment des récréations, au moment du déjeuner, etc., les déplacements dans l'école des élèves est beaucoup plus apaisé, parce que chaque escalier, puisqu'on divise par 3, puisqu'il y a 3 escaliers, le flux de toutes ces classes. Donc c'est une des raisons aussi qui nous ont conduit à... Ah oui, je vais un petit peu loin. Donc les espaces partagés, donc on est toujours sur la bibliothèque qui peut trouver une certaine flexibilité.
avec ces espaces partagés qui pourront également profiter de la toiture ouest du bâtiment avec des espaces communs, avec un aménagement que l'on peut voir ici, qui peut être qui sera paysager, il peut y avoir tout un système d'ateliers. Voilà. Donc la toiture est rendue à des usages communs. Si on regarde maintenant la crèche que vous voyez ici, qui est donc à l'est et qui est sur 2 niveaux, une première unité de... Non, attendez, là on est à l'entrée. C'est l'entrée, ouais, c'est l'accès, donc premier accès, avec son escalier ici, qui permet de monter à 2 unités de vie, une ici, ouais, et une deuxième qui est plutôt là, qui donne accès, dont l'espace extérieur, pardon, pour ces 2 unités est finalement comme une petite terrasse en belvédère dans la cour de récréation. On verra qu'elle a un dessus et un dessous, qu'elle sert aussi à d'autres choses. Si on compte, voilà, c'est un exemple. Enfin, voilà ce que donne cette petite terrasse qui permet aussi de profiter un peu du côté un peu belvédère, qui sera très ventilé. Voilà, c'est dans laquelle les enfants peuvent jouer librement. Et puis le 2e niveau de la crèche, qui lui trouve son espace extérieur sur le toit, pareil, avec des petites serres pédagogiques, de culture, de lecture de contes, et puis tout un travail autour du végétal qui est vraiment un support très intéressant pour les apprentissages de la petite enfance. Et puis donc un petit travail de réajustement, puisque là on est sur le mur, on aperçoit le mur qui donnait en fait le mur qui était support du bâtiment que l'on démolit. Donc c'est la manière avec laquelle on imagine le refermer, avec un système de briques de réemploi qui viendra, on le verra tout à l'heure, qui va permettre un certain nombre de supports pour pouvoir accueillir la biodiversité et quelques autres choses. Un châssis, voilà, un petit châssis vitré, et puis un travail autour du garde-corps que l'on prolonge de mouche à rabier. Et on regarde maintenant les locaux d'activité qui sont au rez-de-jardin, en fait, hein, donc en cour anglaise. Hein. On est ici sur la petite rue qui est à l'arrière, donc avec la rue des médecins sur la droite, avec la maison des médecins sur la droite. Et cette rue, finalement, va être relativement activée puisque on va avoir l'activité, on va avoir l'entrée des cuisines même, du réfectoire, et puis l'accès au gymnase avec ce jardin en belvédère qui est donc l'emplacement du bâtiment des années 70 que l'on a démoli. Si on continue, on aperçoit le feuilleté avec le gymnase et puis les activités qui sont de part et d'autre, avec à chaque fois une bande de pleine terre qui leur font face et qui permet de rendre une certaine qualité à ces espaces-là qui sont du coup traversants, comme on peut le voir ici. On les a ici, sont cochés en gris, tous les espaces d'activité, donc on les a un petit peu étendus à cet endroit-là, même s'ils profitent quand même d'un espace planté. Et ensuite, on a travaillé sur donc démolir un bâtiment, ça a quand même un impact, hein, même environnemental. Donc on a fait un inventaire de tout ce qu'on pouvait réutiliser dans le bâtiment, dans ce bâtiment qui allait disparaître. On a environ 40% des matières qu'on va pouvoir réemployer. En commençant par les poteaux et poutres que l'on va reconvertir en mobilier. Donc on peut les prendre tels quels, les modifier, les tailler, les poncer, etc. et voir comment est-ce qu'on peut en faire du mobilier qui peut prendre place dans la cour de récréation, par exemple. C'est le mobilier du coup qui va être très solide, hein, très pérenne. Des tuiles, hein, les tuiles des toits qui étaient là, qu'on a déposées, puisque c'est les 2 toitures qui sont devenues des jardins et des terrasses qu'on pourra utiliser, les tuiles en revêtement de sol. On les concasse ou on les utilise comme un nouveau sol. Et ensuite, toute une partie technique, notamment autour de la plomberie, des gaines galvanisées, etc., qui pourront, en étant compressées, habiller l'intérieur de certains locaux. Et bien sûr, la menuiserie, les menuiseries extérieures que l'on va réemployer pour travailler les cloisons, le mobilier intérieur. Si on continue sur les programmes, le gymnase qui se trouve donc sous la cour de récréation, que vous voyez en bleu,
une coupe qui le montre cette fois-ci dans l'autre sens, avec la cour de avec l'école qui se trouve sur la droite. On voit bien l'enchaînement des préaux, de l'axe, de l'entrée, préaux, et puis les accès à la cour de récréation. Et donc tout cet espace-là qui, d'un seul tenant, au moment où l'école peut être utilisé pour d'autres activités en dehors des temps scolaires, on a vraiment une continuité des espaces intérieurs, semi-extérieurs et complètement extérieurs. Donc ça, c'était une volonté aussi de notre part de créer une fluidité quasi totale sur tous les rez-de-chaussée. Donc le gymnase, qui va être accessible par la petite rue qui est derrière au nord, avec la salle polyvalente en sous-sol, et ce gymnase, on le voit déjà un petit peu, qui va être ouvert sur tous ses côtés, avec une bande plantée en contre-haut, et puis les accès du gymnase ici, et puis un gymnase donc qui est ouvert sur ses 4 côtés, malgré le fait qu'il soit enterré, qui est ouvert donc sur une bande de pleine terre qui va vraiment donner de la qualité à la lumière, et puis un gymnase donc complètement en structure bois, qui va porter cette cour de récréation. Donc des matériaux encore une fois biosourcés, naturels. On essaye d'éviter les matériaux trop transformés. Et puis ça c'est le galerie spectateur. La galerie spectateur, exactement, effectivement, qui permet d'avoir une vue et de suivre des matchs dans ce gymnase. Une autre petite vue dans l'autre sens où on voit bien le système de caisson qui va porter cette cour de récréation et la lumière qui vient vraiment de tous les côtés. Un gymnase 100% en structure bois. Un gymnase avec des menuiseries intérieures et extérieures également en bois. Un renforcement par un surplancher bois. Ça c'est j'ai mal dit, mais les menuiseries intérieures les menuiseries intérieures et extérieures que l'on construira en bois. Les planchers qui méritent actuellement d'être renforcés seront renforcés aussi en bois. Donc on va beaucoup travailler avec ce matériau. Et puis les revêtements de sol des bâtiments que l'on va mettre en fibre végétale. Pour finir quasiment sur les programmes, on a la cour de récréation, donc que l'on a considérée vraiment comme une nouvelle place publique. Elle a son accès, elle est accessible bien sûr par l'entrée de l'école qui se trouve ici, mais elle est également accessible à l'ouest par un accès indépendant lorsque l'école est fermée le samedi ou le dimanche, mais qu'on a quand même il y a quand même une programmation possible pour cette cour de récréation. On en parlait tout à l'heure, et bien cette cour est vraiment le prolongement des rez-de-chaussée de l'école, et on peut même voir que à l'intérieur, la restauration et le centre de loisirs sont également au même niveau que la cour de récréation. Donc il y a vraiment, si on le souhaite, possibilité d'avoir énormément de surface disponible pour certains événements où on accueille beaucoup de monde. Ensuite, toujours sur cette cour de récréation, comme on a travaillé selon les prescriptions de l'équipement scolaire, à ce stade, on a essayé de proposer 3 options de végétalisation possibles, avec une option sur la gauche qui est la moins végétalisée, mais offre une cour en revanche extrêmement flexible, puisque la végétalisation est uniquement dans les cours anglaises en contrebas. Donc on peut réaménager la cour à loisir pour installer un certain nombre d'événements avec plus ou moins de monde. Une deuxième cour qui est une étape intermédiaire, on pourrait dire, de la végétalisation, où on a complètement végétalisé. Ça, c'est le projet qu'on a présenté. On végétalise complètement l'emplacement du bâtiment disparu. Et puis, troisième proposition, on va dire, qui développe plus peut-être la végétalisation. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on pourra faire en concertation ensemble. On voit ici la cour de récréation avec une partie préau et jeux plus calme. Une deuxième partie qui est un espace vraiment flexible et sur lequel est implanté le pavillon. Et on verra que ce pavillon, eh bien, il a pas mal d'avantages, c'est qu'il permet aussi les jeux de ballon, etc. à l'intérieur sur la cour de récréation. Donc il n'y a aucune gêne
pour les gens qui ne jouent pas, pour les espaces qui sont autour. Et puis une troisième partie, on voit ici le petit pavillon sur lequel pourront profiter les élèves, enfin sur lequel les enfants de la crèche pourront venir prendre le frais, et puis en dessous duquel des sports de ballon sont possibles, mais aussi bien d'autres choses, puisque c'est un espace qui est voué à être polyvalent, comme on le voit là. En temps scolaire, c'est un espace de récréation où on peut jouer, mais en dehors du temps scolaire, on peut imaginer qu'il y a des associations qui installent un cinéma de quartier. Il suffit de mettre juste un grand rideau, que ça devienne une brocante qui se prolonge dans la cour de récréation, mais qui permet d'avoir un espace couvert quand même si jamais il fait pas très beau, etc., etc. Donc ça offre quand même ça une polyvalence sur l'utilisation de cette cour de récréation. Et puis ce qu'on a appelé le jardin refuge, qui est un jardin qui peut avoir des parties qui soient donc refuge, qui soient sanctuarisées pour garder une grosse densité, pour obtenir une bonne densité végétale, et puis des parties qui vont pouvoir être plus des lieux pédagogiques pour apprendre, ou des lieux d'observation, d'expérience, avec des ateliers qui peuvent être montés par les enseignants. Voilà ce jardin qui est quand même il y a 80 cm de terre, donc on peut faire plein de belles choses en 80 cm de terre, surtout quand on est sur toute l'épaisseur comme ça, enfin sur toute la largeur, sur toute cette largeur. Donc on a vraiment une masse d'un seul tenant qui va pouvoir apporter bien sûr le paysage, la visibilité de ce végétal, mais surtout un îlot de fraîcheur extrêmement impactant pour cette cour de récréation et pour les îlots qui sont autour. Un espace de biodiversité que l'on va aussi essayer d'instaurer, de faire remonter finalement ce jardin sur le mur que l'on reconstruit, puisque encore une fois c'est le mur sur lequel le bâtiment était installé, le bâtiment que l'on défait, et donc travailler sur un système de grue comme ça qui permettre d'avoir une paroi très poreuse et donc de pouvoir accueillir faunes et flore. C'est un peu ça l'objectif. Le végétal, donc. Ah oui, le bilan du végétal, il est lourd parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et qu'on en met beaucoup, donc on arrive tout de suite à des résultats incroyables, hein, plus 300% de réserve de biodiversité pour le quartier. Donc on se retrouve avec un coefficient de biotope de 0,22, ce qui est vraiment intéressant. Évidemment, une rétention des eaux pluviales en toiture. On a 70% de rétention, ce qui est pas mal. Une création de pleine terre de 650 mètres carrés. Ça fait aussi partie des grosses optimisations dans l'architecture qu'on a souhaité faire pour densifier au maximum l'organisation de tous ces programmes, des espaces pour pouvoir retrouver cette quantité de pleine terre. Et puis le coefficient de lutte contre l'indice de chaleur urbaine, voilà, de 0,38 donc à plus 165, et qui également est un bon score pour une réhabilitation comme ça. Et ensuite, pour finir, les différents nouveaux visages que cette cour de récréation pourra avoir, qui sont une cour de récréation normale, traditionnelle, avec des élèves qui en profitent, mais aussi, pourquoi pas, un moment en dehors des temps scolaires où on crée des jeux de rue, où des associations sportives viennent proposer des activités, ou pourquoi pas à un moment quelque chose qui a un peu plus d'éclat, un petit festival de Cannes en plein milieu de Saint-Vincent-de-Paul. Un grand merci pour cette présentation très pédagogique. On va maintenant passer, si vous avez des questions, à un temps d'échange. J'avais plusieurs questions sur la cour de récréation. Il y avait une première question pour savoir si la cour était un espace unique pour les élèves de l'élémentaire et de la maternelle. La seconde question était de savoir si la cour était équivalent au premier étage. Et la dernière question, c'était où passent les voitures en fait, notamment quand on parlait du gymnase. Alors la première, c'est la séparation de la cour maternelle élémentaire, c'est bien ça ?
Oui. Alors, dans le projet, pour l'instant, on n'a pas prévu de séparation parce qu'on a dessiné une cour de plein pied, qu'on y a proposé toute la flexibilité dont on a parlé tout à l'heure. Mais il va de soi que la cour peut être séparée pas par des clôtures tristounettes, mais par contre par du végétal, ce qui peut aussi répondre peut-être à votre troisième question, où du coup, en améliorant la qualité végétale, la densité végétale de la cour, on permettrait d'apporter des petits séparatifs pour séparer les deux écoles. Ça peut être sous forme de jeu d'enfants, ça peut être sous forme de passage, de but. Ça encore, on est tout à fait d'accord il est intéressant d'y réfléchir et de le faire. Deuxième question. La deuxième question. Je voudrais juste préciser qu'effectivement, c'est un des axes de travail à poursuivre dans le projet, l'organisation de la cour, des usages, aussi bien pendant le temps scolaire qu'après le temps scolaire, l'intégration de l'administration, la façon de travailler plus finement cet aménagement, que c'est quelque chose sur lequel la direction des affaires scolaires est aussi un peu en demande ou attentive, et donc c'est normal que le projet ait encore des choses à mettre au point. Voilà, après, à suivre avec les étapes. Très bien. Alors, la deuxième question était pour savoir si la cour était à l'équivalent premier étage. Juste la cour est au niveau du rez-de-chaussée. Elle est au niveau du réfectoire et du centre de loisirs. En fait, pour donner plus de précision, le terrain est en pente. Donc, en fait, côté bâtiment 1,30 en fait, on rentre de plein pied dans la cour. Mais quand on va chercher la maison des médecins, cette cour devient le R+1 puisqu'on a l'accès du gymnase. Donc, si on peut remettre peut-être une coupe, on le verra. Mais c'est vraiment, en fait, il y a la forme, en fait, le profil de la rue fait qu'il y a 2 niveaux de hauteur pour cette cour. Mais... On remet vous m'entendez? Oui, monsieur Schumberger, c'est vous qui avez posé la question, allez-y. Oui, je précise la question parce que vous venez d'y répondre à moitié, monsieur, en parlant de cette pente. Et effectivement, c'est ce que j'avais cru voir. La cour, côté maison des médecins, est bien au premier étage. Ce qui m'a frappé tout à l'heure dans vos explications, et je veux redire, j'en profite là puisque je prends la parole, quels sont les très très bienvenus, tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, est très, très réducteur et tout ce que vous dites aujourd'hui est extrêmement riche et positif. Mais je reviens sur la cour. Quand on voit la photo à l'intérieur de la cour, on voit des vitres et de la végétalisation tout autour. Oui. Donc le plafond du gymnase, il est un peu, peut-être pas au premier étage, mais un peu plus élevé, non? Alors en fait, si vous voulez, voilà, si on regarde la topographie, donc oui. On a en fait les niveaux cour anglaise qui restent en fait sur ces niveaux existants. Et donc ce qu'on voyait sur la première image, c'est justement le gymnase est enterré, mais on a gardé donc un système de cour anglaise qui est aussi sous marqueur identitaire fort de tout l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc ils sont côté extérieur mais côté intérieur. Et donc le gymnase est éclairé naturellement sur ses 4 faces par l'intermédiaire de ces cours anglaises. Mais effectivement, donc vous avez sur le côté en fait bâtiment 1,30, les 2 accès se font de plein pied. Et quand on arrive côté maison des médecins, là on se retrouve sur un niveau et la cour est forcément sur un niveau de plus. Ok, donc, c'est clair, merci. Au niveau de sol. On peut peut-être expliquer juste, c'est que la cour, elle sera au même niveau que la cour actuelle du bâtiment. Exactement. Merci pour cette précision. Alors, il y avait, mais je crois qu'on y a à moitié répondu. Je ne sais pas si ça amène d'autres réponses sur la végétalisation de la cour. On avait bien vu qu'il y avait 3 options. Je ne sais pas, monsieur, c'était vous, monsieur Schumberger, cette question aussi. Vous avez eu vos réponses ou pas dans ce qui a été dit ? Non, je reviens d'ailleurs sur une question un peu plus large que je voulais poser. Il y a une annexe citoyenne suite à 4 réunions que vous avez évoquées, dans lesquelles il y avait beaucoup de choses. Je trouve encore une fois que dans le projet qui nous est présenté par Madame Dalix aujourd'hui est beaucoup plus intéressant que l'interview que j'avais lue, mais bon, c'était pas les mêmes cibles. Pour autant, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui nous avaient semblé intéressantes dans l'annexe citoyenne et qui ne sont pas reprises. Si on voit par exemple la cour de l'école que je montre, c'est un extrait de l'annexe citoyenne,
on s'apparente beaucoup plus à la version 3 de votre végétalisation. Et avant que vous ne présentiez ces versions 3, j'allais crier au loup en disant que cette cour était moche, peu végétalisée, chaude l'été, etc., etc. Alors, et donc, heureusement qu'il y a eu j'ai compris qu'il y avait différentes options, mais qui est-ce qui va décider si ce sera finalement l'option 1, 2 ou 3? Quand, qui, comment? Ok, alors on répond à la question. Alors, peut-être sur Anne, sur le... Qui va décider? Alors là, effectivement, moi je laisserai l'équipe aussi préciser les choses, mais dans le projet du concours, il y avait effectivement 3 options présentées, 3 possibilités dans les 3 schémas qui ont été montrés. Mais dans le projet, l'option qui a été décidée Excuse-moi, l'équipe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Ouais, d'accord. C'est l'option 2, celle qui a été vraiment plus détaillée, plus présentée là, avec le jardin refuge au bout, face à la maison des médecins, et la cour plus vraiment dédiée aux usages scolaires et maternels, donc plus minérale, forcément au centre. Ensuite, je rappelle juste que dans le programme, il y a effectivement quasiment 900 mètres carrés de cours pour l'élémentaire et pour les maternelles, donc il faut quand même qu'il y ait bien des espaces d'usage. Et ensuite, pour la suite des études, il est bien demandé à l'équipe de réfléchir à l'imbrication des usages, aussi bien, donc ce que je disais tout à l'heure, entre les usages scolaires et les usages hors temps scolaire, pour que cet espace, comme on l'a dit, on veut que le bâtiment soit très flexible, donc que cette flexibilité d'usage, elle soit à la fois réelle et qualitative au quotidien, et ensuite qu'on imbrique le végétal là-dedans pour essayer d'être moins dans une partition effectivement minérale, végétale, aussi marquée telle qu'elle l'est aujourd'hui. Donc c'est la ville de Paris a un programme qui s'appelle les cours Oasis. Donc le but c'est que les cours soient aussi des espaces de fraîcheur et de refuge dans les périodes de forte chaleur en milieu urbain qu'on connaît. Donc d'essayer d'intégrer plus largement la végétalisation, en tout cas d'imbriquer ces usages de façon un peu plus mélangée. Mais là, c'est les études qui vont être menées maintenant d'APS, et après il faut regarder la réalité du projet avec le gymnase qui est en dessous, la structure du gymnase qui est en dessous, pour regarder vraiment comment c'est possible. Et je pense que là l'équipe peut-être pourra... Merci beaucoup Madame Carnac. Merci beaucoup Madame Carnac. Vous avez très bien dit tout ce que je souhaitais avec ces séparations d'usage maternel et primaire sur lequel on avait énormément insisté lors des ateliers de concertation. Je vois que le projet option 2 n'est pas figé, à se reparler pour voir comment il tend vers l'option 3. Monsieur Schlumberger, juste, je rappelle les règles, n'hésitez pas à lever la main, qu'on distribue bien la parole, mais pas de souci pour cette fois, mais pour les prochaines. Alors, peut-être que l'équipe voulait compléter sur cet aspect-là ? On peut dire 2 mots. Nous, la végétalisation, on est complètement partant parce que c'est effectivement quelque chose qu'on porte dans 99% de nos projets. Donc, avec plaisir, on la végétalisera. Je vois que Monsieur Schlumberger est parti, donc n'écoute pas ma réponse. On a volontairement fait plusieurs options pour, comme tu disais Anne, tu l'as expliqué très bien, garder la flexibilité de l'usage de cette cour qu'on ne connaît pas encore dans les détails, et en même temps amorcer la question de la végétalisation et des endroits où on la met et comment est-ce qu'on réorganise en fait cet espace vert. Donc, il va de soi que on est complètement partant. On a fait ces 3 étapes pour provoquer cette discussion avec vous, avec nous tous. Et donc, on va pouvoir établir maintenant différents scénarios. Je pense que c'est intéressant de se poser, de regarder quels sont les scénarios d'utilisation de la cour, où est-ce qu'on a envie de planter, où est-ce qu'on planterait moins, en fonction aussi des charges, parce qu'il y a quand même le gymnase qui est en dessous. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont mobiles, ou est-ce que tout est fixe? Est-ce que c'est des expériences qu'on propose aux enfants pour qu'ils puissent passer dessous, dessus, etc. Ou est-ce qu'on est sur des choses qui sont beaucoup plus figées? Voilà. Donc là, pour l'instant, à ce stade, la réflexion reste ouverte et c'est bien, quoi, parce qu'il y a déjà plein de choses qui sont bien cadrées dans le projet. Mais celle-ci, on attend et on sera content d'échanger avec vous. Merci pour ces éléments de réponse. Alors, on va lancer le... Si je peux compléter peut-être.
tout tend quand même vers beaucoup plus de végétalisation, beaucoup plus d'usage et beaucoup plus de programmes de cours d'école dans cette cour. Donc on va vraiment plus l'orienter sur l'option 2 ou l'option 3 que sur l'option 1. Le projet tend, avec les validations et les remarques un petit peu de tout le monde, tend plus vers ces options-là que sur l'option 1. Merci pour ces précisions. Alors, concernant, je suppose que vous l'avez bien précisé, vous parlez des escaliers, bien entendu, c'est adapté à l'handicap. Je suppose que c'est compris c'était simplement une précision. Les escaliers sont tous agrémentés d'un ascenseur. C'est ça. Donc pour le handicap fauteuil roulant, il n'y a aucun problème. Bien entendu, merci. Ça rejoint la question de Muriel qui est au téléphone, qui souhaitait savoir si les accès et le mobilier étaient bien adaptés au PMR, mais du coup vous nous confirmez bien que... Bien sûr. Ok. Alors Monsieur Schlumberger, j'ai une question à l'oral, allez-y, et je repose les autres questions après. Question plus large, mais un peu dans ce sens. Je reviendrai plus tard sur la disparition d'une des 4 L, et qui est une idée tout à fait intéressante. Je reviens aussi sur les salles qui sont traversantes et en enfilade, 3 salles de classe et une au milieu, avec comme inconvénient en termes d'espace, vous venez de le dire, c'est pour ça que j'avais posé la question tout à l'heure, un escalier et ou ascenseur pour chacun. J'ai l'impression quand même qu'avec la disparition du bâtiment auquel vous avez procédé, que l'ensemble de ce qu'on appelait les bonus intérieurs en particulier, mais même aussi extérieurs, parce qu'il y a un toit qui disparaît, faisait que, de même que quelques espaces non mutualisables, allaient être moins nombreux que ce que la consultation des citoyens avait généré. On perd beaucoup de place ou pas avec la disparition de cet immeuble, cette aile. Fait 147 mètres carrés. 147 mètres carrés. Et elle fait 14 mètres sur 11 mètres. 11 à peu près. Très bien. Ensuite, sur la cour anglaise, est-ce que c'est uniquement végétalisé en pleine terre? Alors, il y a deux types d'espaces. Donc, il y a les cours anglaises qui sont à l'intérieur de la cour d'école, qui sont, elles, en pleine terre, 100% végétalisées. Et les cours anglaises qui sont sur l'extérieur sont en pleine terre, mais en revêtement, en fait, qui est fait en briques de réemploi. C'est-à-dire tout ce que Pascal vous montrait tout à l'heure, les 2 toitures qui sont déposées pour avoir, en fait, aussi des toitures maintenant accessibles. Ces briques-là vont être réutilisées, vont être concassées, vont faire le revêtement de sol extérieur, puisque du coup, l'accès aux activités se fera par les cours anglaises. Et donc, le revêtement poreux qui laissera passer l'eau sera après donc en pleine terre, mais avec une épaisseur de briques de remploi. Et tuiles? Oui, tuiles de remploi, pardon, excusez-moi. Ok. Et alors, il y avait une autre question sur les accès au gymnase. Est-ce que vous pouvez nous faire des petites précisions sur ce point? Vas-y, Ulysse. Oui. L'accès au gymnase, il est situé dans la partie qui est du coup de plein pied face à la maison de médecin. Ce qu'on voyait sur la perspective qui était à l'angle ici, sur la partie où on a un grand mur rideau qui va servir d'accès à la fois au local vélo, à la cuisine, à la livraison de la cuisine, à cet espace d'activité et du coup à cette partie-là en bleu qui est l'accès au gymnase de plein pied dans lequel après on va retrouver un escalier dans cette partie-là et un ascenseur aussi du coup pour les normes PMR. Très bien. Je vous ai vu, Monsieur Schlumberger, je reviens à vous juste après. Il y avait une question pour répondre à celle posée par Monsieur Schlumberger sur l'impression avec la suppression d'une aile qui est moins d'espace, qui est moins de place pour les différentes activités. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite précision là-dessus? Du coup, c'est vrai qu'on a regardé plusieurs solutions. En fait, le projet qu'on propose aujourd'hui est par justement des astuces, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé. Si vous regardez, en fait, il y a très peu d'espace de distribution, c'est-à-dire en termes de couloir dans ce bâtiment. Donc tout est connecté en vertical. Et donc en gros, les espaces qui sont en général des espaces un peu perdus n'ont pas été utilisés dans ce bâtiment. Et donc sur le tableau des surfaces, on correspond en tout point, voire légèrement supérieur sur les programmes qui étaient demandés initialement. Donc après, il y a eu effectivement la question de savoir, vous pourrez me dire, on pourrait faire exactement la même chose et avoir ce bâtiment aussi qui aurait pu être conservé et qui aurait donné encore plus de surface possible.
mais c'était pas la donnée du programme. Donc on est resté dans les demandes, dans les espaces possibles. Et en plus, c'était un bâtiment qui techniquement demandait une surenchère. L'idée de ce projet, quand même aussi, de travailler sur l'économie de matière, l'économie de carbone. Et en regardant avec nos ingénieurs, on s'est rendu compte que le conserver et lui donner la possibilité d'avoir des usages, de redemander pratiquement plus de matière pour le conserver que le bâtiment lui-même. Donc en fait, pour nous, il y avait un non-sens structurel aussi dans la conservation de ce bâtiment-là, qui demandait trop de technique et trop d'efforts pour pouvoir avoir des surfaces bonus là-dessus, qui étaient en plus des surdemandes dont personne n'avait besoin pour l'instant, puisqu'on est pile poil conforme aux demandes du programme. Merci. Alors, il y avait une autre question sur les espaces extérieurs de la crèche qui paraissaient assez limités. On voulait savoir si c'était juste une impression. Peut-être par rapport aux autres espaces extérieurs d'autres crèches, vous pouvez nous dire comment elle se situe, celle-là ? Alors, il y a une première typologie d'espace extérieur qui est accessible depuis le premier étage par ces petites passerelles, qui fait 120 mètres carrés et qui sert les 2 unités de vie. Donc, l'avantage, c'est qu'elle est vraiment de plein pied, cette petite cour de récréation, et qu'elle est ventilée, elle est en belvédère sur le reste, hein, sur le jardin et la cour, donc il y a un certain confort d'usage. Et le deuxième espace de la crèche extérieure, il est sur le toit. C'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. Et là, ça fait... C'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Tout seul. Ça s'agrandit. Ça s'agrandit. C'est en train de s'agrandir. Donc, on est Là, confort... aujourd'hui, on est à 90. Combien ? 90. 90 mètres carrés. Mais on a un espace extrêmement qualitatif, hein, qui, on l'a plus là, mais qu'on a vu tout à l'heure en image. C'est avant ou après ? Ouais, c'est loin derrière. C'est loin derrière. Bon. Qui est extrêmement qualitatif, avec 2 petites serres, des espaces de plantation, de jardinage, des espaces de jeu, où on peut mettre des tracteurs, etc. Et donc on totalise 200, presque 300 mètres carrés, un peu moins de 300 mètres, 210. Voilà. Ok, bah ça me semble... Oui, ça me semble bien comme réponse. Alors peut-être là, une question plutôt pour Paris et Métropole. Est-ce que vous pouvez repréciser le calendrier ? Alors le calendrier, donc l'objectif, si c'est par rapport à la mise en service du bâtiment, je suppose, hein, donc l'objectif c'est de démarrer les travaux début 2022, premier trimestre, et de livrer le bâtiment à l'été 2024. Donc on a un peu plus de 2 ans de travaux, programme de travaux. Ok, merci pour cette précision. Il y a encore 2 questions posées par Muriel par téléphone. La première, c'est qui va gérer l'attribution des activités extérieures ? Et la seconde, c'est est-ce qu'il y aura bien un système de récupération des eaux de pluie ? Oui, alors, ouais. Pour la gestion, donc comme je le disais, donc il y a la ville de Paris, c'est la ville de Paris qui sera gestionnaire des équipements publics, donc qui réfléchit au mode de gestion qui doit être mis en place pour ce bâtiment pour garantir ses usages. Donc et gérer les demandes, le planning, définir qui peut utiliser les espaces, dans quelles conditions et comment on fait pour quand on est usager et qu'on veut utiliser les locaux, à qui on s'adresse, etc. Donc ça, c'est la ville de Paris qui gérera. Ce sera une gestion centralisée pour que y ait, pour que les gens. Vous avez vu le projet, il a une grande lisibilité. Donc l'objectif, c'est qu'en termes de gestion, il y ait aussi la même lisibilité et qu'on tienne les objectifs de flexibilité et de facilité d'usage qu'on a mis en place dans le programme et qui est aujourd'hui dans le projet et qu'on l'ait aussi en gestion. Alors, ça, c'était sur la gestion des activités. Et il y avait une question sur la récupération des eaux de pluie. Peut-être c'est plutôt l'équipe, là ? Oui. La récupération. Oui, sur la récupération des eaux de pluie, bien sûr, le projet est complètement conforme à toutes les attentes. Donc on a de la rétention sur les toitures et on a sur la cour d'école. Donc si vous voyez sur les premiers dessins, en fait, on a
un dessin un peu d'arlequin qui est dessiné et en fait qui représente des formes de pente qui permettra justement une évacuation extérieure de toute l'eau sur la cour. Donc bien évidemment, c'est intégré dans le projet. Très bien, merci. Et il y avait une question sur les cours anglaises. Est-ce qu'elles seront uniquement végétalisées? Alors, elles sont toutes en pleine terre et végétalisées en partie, en laissant une partie de circulation. Et on a une des cours anglaises qui est celle située à l'ouest, au sud-ouest, qui, elle, est située au-dessus de l'Ocotechnique. Donc, elle sera végétalisée, mais pas en pleine terre comme les autres. Ok, merci. Et la toute dernière question téléphone que j'ai, c'est l'espace traiteur. Est-ce que les activités de location des locaux sera rentable? On espère. Oui. Pardon, j'ai pas entendu la question, excuse-moi. L'activité de location des locaux sera-t-elle rentable? Mais comment dire, ça dépend le mode de, comme je disais, le mode de gestion est à l'étude, donc sur la question de comment on utilise les locaux, on n'a pas, pour l'instant, il n'y a pas de notion de rentabilité. Anne, on va demander à Muriel. Muriel, vous pourriez préciser votre question? Muriel? Peut-être que Muriel veut louer un espace d'activité. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Muriel. Vous pouvez préciser votre question? Je vous demandais simplement comment était géré, voilà, vous avez très bien répondu à la question, comment allait être géré les activités organisées dans les locaux partagés. Également, à savoir qui va pouvoir, est-ce que ce sont des gens extérieurs, est-ce que les traiteurs, c'est des personnes également extérieures, et est-ce que les prix seront en fonction du quotient familial, est-ce qu'il y aura apparemment, vu que vous ne savez pas encore vraiment, bon. Non, mais peut-être simplement, effectivement, préciser, quand on parle d'atelier traiteur, c'est un point, en fait, c'est une petite cuisine, c'est un endroit où il y a un four où on peut faire de la cuisine. C'est pas, en fait, un service traiteur en tant que tel, avec quelqu'un qui propose des plats. C'est plus, dans le projet, la cuisine, la vraie cuisine, c'est une cuisine professionnelle, donc elle sera pas ouverte, elle sera pas utilisable par le public. Donc il y a un atelier, c'est ce qu'on a appelé atelier traiteur, qui est en fait une cuisine qui, elle, sera ouverte au public et qui permettra du coup de préparer des plats, etc., en lien avec la salle à manger du réfectoire. Très bien. Alors, Madame Chapuis, vous avez une question. Allez-y. Attendez, on réactive votre micro. Allez-y, on vous entend. D'abord une remarque là sur l'aspect des espaces verts, des espaces extérieurs pour la crèche. Je reste quand même un peu sur l'impression qu'ils sont pas énormes par rapport au nombre d'enfants, mais je suis pas une spécialiste. Et après, j'avais une question qui était sur les étapes et les modalités de concertation à venir, que ce soit sur Pinard et sur les autres aspects du quartier, notamment sur l'aménagement des voies publiques. Il n'y a pas eu, à ma connaissance aujourd'hui, d'étapes de concertation ouvertes là-dessus. Pourtant, c'est important, tout l'aménagement des voies à l'intérieur du quartier. Sur les espaces publics, qu'on comprenne bien, sur tous les espaces de voirie ou les espaces publics Les espaces de voirie intérieurs au quartier. Comment vont-ils être aménagés, etc. Donc, est-ce que vous prévoyez une étape de concertation sur ce sujet et avec quelle modalité? Très bien. On prend pareil un train de questions et on vous répond juste après. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'était pour l'utilisation des eaux pluviales. Pardon. Utilisation des eaux pluviales. C'est l'utilisation. Est-ce que vous voulez qu'on réponde sur la question des surfaces de crèche, ou en tout cas de la... Allez-y.
En fait, les surfaces de crèche, elles sont divisées en espace végétal et espace de jeu. Donc, on a les bonnes surfaces. Et ensuite, si vous regardez bien, souvent les crèches parisiennes, notamment dans tous les bâtiments récents, elles sont jusqu'à il n'y a pas très longtemps, systématiquement, elles étaient au rez-de-chaussée. Et donc, pour éviter, pour garantir la sécurité des enfants, on a systématiquement des filets qui viennent couvrir ces crèches au rez-de-chaussée. Nous, on en a construite dans le 20e arrondissement, notamment une, qui, effectivement, au-dessus de laquelle il y a plein de fenêtres, et donc on a un grand filet, donc c'est de la maille Jacob, c'est transparent, etc. Mais la densité nous imposait d'avoir, on avait une surface qui était inférieure à celle que nous avons ici, pour le même nombre d'élèves. Enfin, en rapporté au nombre d'élèves. Et là, la qualité des espaces extérieurs qui sont mis en place sur cette école, je pense qu'elle est vraiment supérieure à d'autres parce que c'est des espaces qui sont systématiquement en belvédère sur quelque chose. Soit au premier étage, c'est en belvédère, enfin au deuxième, il est en belvédère sur la cour de récréation ou sur le jardin, le jardin sanctuarisé au nord. Et, ou alors le deuxième espace, il est sur le toit et là, on a carrément des serres, enfin, il y a une valeur d'usage de ces espaces-là. On a parfois du mal à pouvoir réaliser à Paris compte tenu de la densité et de jusqu'à il y a pas très longtemps de l'imposition de la DFPE d'avoir des crèches au rez-de-chaussée. Imposition qui aujourd'hui n'est plus aussi radicale sur ce sujet. Mais donc là, il y a vraiment une qualité dans ces espaces extérieurs qui est assez rare à Paris, sachant qu'en plus l'espace végétalisé qui est donc au nord, la grande parcelle plantée, sera potentiellement accessible aux enfants qui marchent. Donc on peut imaginer dans la flexibilité générale de cet équipement des moments où les élèves, les petits de la crèche viennent profiter aussi de ce jardin. Alors, Doria semble partager ce point de vue et je crois qu'elle parle d'expérience avec ses deux enfants en disant que les autres crèches parisiennes, enfin la plupart, bénéficient pas d'extérieur avec une telle surface. Voilà. C'est votre porte-parole, Doria. Merci, Doria. Du coup, donc ça c'était sur la crèche, sur l'utilisation des eaux pluviales. Peut-être l'équipe aussi, si Chartier d'Alix, si vous voulez répondre là-dessus, enfin compléter la réponse. Alors, quelle est la question exactement ? Quelle utilisation va être faite des eaux pluviales ? Alors, l'utilisation, elle sera faite pour alimenter tous les espaces végétalisés, bien entendu. Après, à vérifier, mais je ne crois pas qu'on ait de récupération de flux pour alimenter des réseaux d'eau grise, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment uniquement pour alimenter les végétations sur le bâtiment et après rejeter sur les réseaux plutôt communs. Très bien, merci pour cette précision. Et sur la concertation, je laisse Paris Métropole répondre. Corinne Wan, je ne sais pas. Voilà, donc sur la question des espaces publics. Oui. Arrêtez. On t'entend, Corinne, vas-y. Vous m'entendez ? Ouais, non, ça ne marche pas. Oui, donc mais il est prévu, oui, bien sûr, de faire une présentation des espaces publics à l'automne, au retour en septembre-octobre. On reviendra vers vous pour vous présenter l'avancement des études d'espace public et échanger avec vous sur ce sujet, qui effectivement est important. Donc tu confirmes qu'il y aura bien une étape de concertation sur le sujet dès l'automne, dès qu'on pourra se retrouver en présentiel. Voilà. Ok, ensuite, alors, y a-t-il d'autres questions à l'oral ? On va refaire une chenille de questions, un dernier tour, et puis je vous propose qu'on se quitte après. Alors, attends, Monsieur Schlumberger, je vous ai vu, y a-t-il d'autres personnes avant que vous repreniez la parole ? Non, eh bien allez-y, Monsieur Schlumberger. Merci. Une petite chose et puis une plus grosse. La petite chose, c'est que on a parlé de l'entrée du gymnase sur la rue où il y a la rue des médecins, appelons-la la rue des médecins pour faire simple. Il y a des voitures qui passent là aussi, qui font tout le tour de Saint-Vincent-de-Paul. Cette entrée dans le gymnase avec les parents qui viennent chercher pour amener les enfants, etc., est-ce que c'est bien compatible d'avoir ces passages de voitures que vous n'avez pas représentés, bien évidemment, et l'entrée du gymnase à cet endroit-là? Et la deuxième, la deuxième question, c'est une question vraiment de riverain.
C'est une question, mais une remarque, voire une demande. Quand on a réfléchi pour faire l'annexe citoyenne, on n'avait pas imaginé qu'il y ait une des 4 L et qu'ils disparaissent. Pour autant, on avait quand même bien demandé que toutes les activités, en partie extrascolaires, ne soient pas gênantes ou trop gênantes, surtout à partir de la fin de journée, je sais pas quoi, pour les riverains. Or là, le bâtiment qui fait par bruit, c'est pas sa fonction principale, et qui faisait par bruit, disparaît. Donc j'ai une crainte que les activités hors temps scolaire, je souhaite, comme tout le monde, que cette cour soit ouverte à d'autres, mais ne soit assez perturbante le soir avec des cris de match de foot ou que sais-je encore. Et je voudrais qu'on pense à cela. L'idée que je voulais mettre, qui est une idée de béotien, donc c'est plus compliqué que ça, et pourquoi ne pas mettre, en s'inspirant de ce qui a été fait sur la Fondation Cartier, une paroi en verre pour fermer ce 4e angle du carré, ce qui ne gâche rien au principe de vision et architectural que vous avez fait, mais qui permettrait de limiter le bruit pour tous les riverains. Alors, d'accord. 2 questions, une proposition. Doria, je crois que vous vouliez réagir, non? Il me semble pas que tous les participants aient eu la même opinion que vous, François, mais ça ne fait rien. Après, je peux comprendre qu'il y ait des tensions vous concernant, et je les entends, il n'y a pas de souci. Maintenant, les parois de verre, ce genre de choses n'ont pas été évoquées, et à aucun moment il a été évoqué dans le panel, enfin dans la partie concertation, à aucun moment dans cette analyse, il a été dit qu'il fallait faire forcément des restrictions de ce type-là. Bon. Mais non, mais bien sûr, Doria. Monsieur Schumberger, levez la main pour parler, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, il ne faut pas dire des fausseries. On peut répondre? Alors, on vous laisse répondre. Vous voulez commencer par quoi? Les activités, est-ce que ça va être gênant potentiellement pour les riverains hors temps scolaire ou l'idée des voitures entrée-gymnase? Alors, l'idée des voitures, donc là, c'est vrai qu'il y a un urbaniste dessus qui est quand même en charge du développement après de toutes les voiries. De ce qu'on a vu, en fait, on sait que ça va être un traitement quand même de rue apaisée, donc avec des circulations douces. Ça va pas du tout être des véhicules qui vont rouler très très vite, et donc du coup il y aura des passages de circulation qui seront prévus pour les riverains et qui seront contrôlés. Donc je pense que la ville de Paris va passer à 30 km/h logiquement d'ici peut-être quelques mois. Donc du coup là, je pense que l'opération Saint-Vincent-de-Paul sera bien limitée et que les flux de véhicules seront limités aussi dessus. Et donc du coup, c'est plutôt un quartier et une place qui sera plutôt qui fera la part belle aux piétons, aux cyclistes et pas aux véhicules. Donc je pense que les urbanistes et que toute l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul est assez convaincue de ça. Mais je laisse peut-être Anne finir de répondre. Pardon. Ouais, pardon. Oui, oui, Monsieur Schumberger, je pense que vous connaissez bien le projet maintenant, donc je vais répéter, mais rapidement 2 mots parce que voilà, on en a déjà beaucoup parlé. La voirie, donc c'est un espace partagé, limite à 20 km/h, avec une entrée-sortie unique, donc pas de stationnement sous les immeubles, donc peu de trafic globalement qui devrait drainer dans cette voie, même si bien sûr c'est une voie publique pour la desserte des bâtiments, tous les fonctionnements, le fonctionnement du quotidien. Donc il y aura bien sûr des voitures, mais dans un espace très paysager et avec un trafic qui sera relativement tout de même limité parce qu'on n'est pas dans une voie structurante ni dans un maillage avec le tissu vière. Voilà. Merci. Et donc pour la partie acoustique, donc c'est effectivement un point. Donc on a un acousticien qui est intégré dans notre équipe. Donc c'est un sujet qui effectivement qui est un sujet qui a été regardé. Donc déjà il y a sur le bâtiment existant et comme toute forme en fait le son a toujours une réverbération. Donc on va prendre des rebonds sur les bâtiments existants mais va toujours sortir quelque part. On voit dans des stades, par exemple les stades font beaucoup de bruit. Un stade est fermé, on a une caisse de résonance qui fait et qui va presque des fois jouer le rôle d'amplificateur de son. Donc ça, c'est un sujet déjà sur le bâtiment, un peu sur la forme existante. Sur la forme nouvelle, si vous voyez dans les images, en fait, on a 2 murs pignons, donc ce qu'on appelle 2 murs, en fait, qui viennent ceinturer justement la partie forêt.
Donc ces murs-là sont faits avec de la brique de réemploi. Donc c'est un moucharabier, c'est-à-dire qu'il y a des vides à l'intérieur. Et ce mur va devenir un mur piège à son. Donc si tu as peut-être le petit schéma. Donc c'est-à-dire que le son, en fait, dans la cour d'école, va prendre des rebonds et donc va avoir de la réverbération un petit peu partout. Et quand il va arriver donc sur les deux murs en rouge, il va se retrouver absorbé et donc va éviter de sortir. Donc ça, c'est le premier effet qui va permettre de limiter le son à l'intérieur de la cour d'école sans avoir d'effet d'amplificateur. Et le deuxième va être la part de la végétation qui va aussi arriver à filtrer ces sons-là. Donc là, dans les études, on a un acousticien qui va pouvoir regarder, quantifier, et donc on va pouvoir avoir en étude des éléments un petit peu chiffrés sur la déperdition acoustique. Et après, sur le deuxième point qui est sur un écran de verre, le verre fait un effet de louve et peut aussi créer une très très grosse chauffe en fait sur l'ensemble de la végétation et brûler tous les éléments, peut chauffer énormément aussi la cour de récréation. Et donc c'est vrai que c'est un système qui pour le programme qui est à l'intérieur de la cour d'école n'est pas forcément très compatible. Alors merci pour ces précisions. Alors on avait dit que c'était le dernier train de questions. Il y avait juste, pour revenir juste sur l'entrée du gymnase, Monsieur Schumberger disait que sa question était, mais je pense qu'ils ont quand même répondu, c'était à savoir c'était la bonne entrée le gymnase localisé ici, mais je pense que ça a été, la réponse est oui, si je ne me trompe pas, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour des questions. Un grand merci aux équipes de PMA et de Chartier-Dalix pour ces présentation, ces réponses. Un grand merci à vous tous d'avoir répondu présent et de vous intéresser toujours autant à ce projet. Merci à Muriel qui nous a suivis. Merci. C'était un petit peu moins évident. Je vous souhaite une très belle soirée à tous et on vous dit à très vite en présentiel cette fois-ci, on espère.